Bonjour, c'est Mac Adébaran, je suis avec Michel Deseille. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. On va discuter un petit peu donc de comment avez-vous découvert la tradition primordiale. Vous êtes enseignant et quel est votre cursus et votre façon de traiter l'histoire et comment vous êtes arrivé à s'intéresser à cette histoire. Alors c'est très compliqué, c'est tout plein de questions en une, parce que c'est en partant de l'histoire que j'ai voulu avoir des explications d'événements historiques qui à première vue ne sont pas bien expliqués par les historiens officiels. Et donc il y a tellement de choses vagues ou qui ne sont pas probantes dans les explications, toujours avec le défaut de l'histoire officielle, trop rationnelle. Trop borné à des choses genre économique, politique, etc. Et dire s'il y a une autre dimension à un événement, ça on ne l'a pas. Donc j'ai cherché des ouvrages qui pouvaient expliquer certains événements avec une interprétation qui toucherait la spiritualité, l'ésotérisme, des choses comme ça. Et là on a une nouvelle version des choses. Et à force d'étudier des personnes qui ont écrit sur ce sujet, je suis tombé sur l'œuvre de René Guénon. Et René Guénon a beaucoup écrit sur la tradition primordiale. C'est même lui qui l'aurait remis à l'ordre du jour, parce qu'elle existe depuis les origines. Donc lui, alors c'est fin 19e, début 20e, a remis cette tradition, je dirais, en adaptation à notre époque, pour que ce soit un peu compréhensible partout. Et donc il donne dans cette tradition une vision de l'histoire, donc qui est cyclique, au lieu d'être, on part de la préhistoire, puis on arrive à l'ère des fusées, et puis c'est une belle progression. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a d'ailleurs des hauts et des bas dans l'histoire, ça fait pas une belle ligne droite, et en plus il y a une dégradation cyclique, c'est-à-dire que plus on remonte dans le temps, plus les civilisations étaient spirituelles, proches des dieux, occupées des étoiles, etc. Bon, bien sûr une toute autre vision du monde qu'aujourd'hui, et étaient, disons, peut-être au niveau humain, social, politique, beaucoup plus juste et comment humaine qu'aujourd'hui. Et on a dans toutes les traditions l'idée qu'un bon temps, qualifié d'âge d'or, a été perdu. Donc on retrouve ça dans un peu toutes les traditions. En Inde, c'est flagrant qu'il y a un âge d'or, un âge d'argent, un âge de bronze, un âge de fer, mais dans la Grèce ancienne aussi, et par exemple dans la Bible aussi. Quand on a l'histoire du colosse de Daniel, qui a une vision, donc quand Daniel est prisonnier en Babylonie, quand les Juifs ont été déportés à Babylone, eh bien le roi de Babylone a une vision de colosse. Alors, comme Daniel est réputé interpréter les rêves et les prophéties, lui demande une explication, et ce roi a vu une statue. Et alors il lui dit, voilà, il y a une statue qui a une tête en or, un thorax en argent, un bassin en bronze, des jambes en fer et des pieds en fer et en argile. Voilà. Le colosse de Rhodes. Alors le colosse de Rhodes, c'est autre chose. Oui, oui. Mais bon, ce colosse-là... C'est la tradition des géants. Oui. Alors ce colosse-là, le fameux colosse de Daniel, eh bien, expliqué par une statue, en fait, les différents âges. La succession des âges, de la tête aux pieds. Donc ça va montrer aussi une dégradation, puisqu'on va du ciel vers le sol, et on va de l'or vers le fer et l'argile. Et dans la suite de l'histoire, il donne la correspondance des métaux avec les empires. Il va dire, la tête d'or, ça correspond à tel empire, le thorax d'argent, tel empire, et voilà, les jambes de fer, ce sera en gros l'empire romain. Et le mélange de fer et d'argile serait l'époque qui aurait suivi l'empire romain. Donc bien sûr, on en conclut tous que c'est notre époque depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui. Et l'histoire se finit en disant que du ciel arrivera une pierre qui frappera les pieds
à la jonction entre le fer et l'argile et fera dégringoler toute la statue, d'où la légende du colosse au pied d'argile, ça vient de cette histoire-là. Mais on a la dégradation donc des empires qui correspondent à des métaux et qui correspondent à un âge d'or qui va vers un âge de fer, mais avec l'or au début. C'est-à-dire on est toujours l'idée dans les civilisations traditionnelles que ce qui était bon spirituellement, pas en technologie ou autre, mais bon spirituellement, c'était toujours à l'origine. Et que quelque chose se perd au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire. Ben, on perd les principes, ou les prêtres ne savent plus les expliquer, ou ils oublient, ou voilà, des choses comme ça. Et donc on perd un petit peu l'origine, puis on n'a peut-être plus la même foi, on n'a plus la même énergie. Voilà. Alors, on se dit oui, mais alors voilà, la question fondamentale qu'on pose toujours, c'est est-ce que ça se dégrade comme ça tout seul parce que ça s'use, ou est-ce qu'il y a des forces qui poussent à la dégradation? Donc la deuxième idée de René Guénon, c'est la fameuse contre-initiation, c'est-à-dire qu'il y a des forces adverses qui font en sorte que ça se dégrade. Ils pervertissent un peu tout le système. Alors c'est très lent parce que c'est à l'échelle des civilisations, hein, c'est pas à l'échelle d'un individu. Hein. Alors on passe comme ça, c'est 4 âges, hein, 5 âges dans le colosse de Daniel, 4 âges dans un peu toutes les autres traditions. Alors ce qu'il faut toujours retenir, c'est que comme il y a une dégradation, à la fin, tout est le contraire du début. C'est-à-dire que la fin de l'âge de fer est tout à fait l'opposé de l'âge d'or. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui est beau, il n'y a plus rien qui marche. Voilà, tout est perverti au sens propre, et forcément, ça va être une catastrophe. Parce que bien sûr, s'il n'y a plus aucun principe qui se tient, plus du tout de choses nobles et autres, on voit bien hein, tous les principes de noblesse, y compris la noblesse elle-même en tant que caste, mais tout ce qui fait la noblesse d'une personne, son panache, son courage, sa grandeur, fait complètement passer à volo à notre époque, même si quelques individus sauvent l'honneur en disant moi je suis noble, moi je suis pur, moi c'est ceci, c'est combien, alors qu'avant, forcément l'âge d'or, c'était tout le collège des prêtres, tous les croyants, tous les rois, etc., etc. Donc on est dans une perversion de tout, le politique se pervertit, l'économique bien sûr se pervertit, il y avait une économie dans les temps anciens, mais qui ne fonctionnait pas du tout comme notre système d'aujourd'hui. La culture c'était pareil, et la religion c'était pareil, et aujourd'hui on voit bien que même les religions sont complètement perverties elles-mêmes, il y en a plus une qui fait quelque chose de pur ou de bon, alors que ce soit le fanatisme pour certaines parties de l'islam, hein, certaines branches de l'islam, pas tous, hein, c'est des musulmans, ils ne font pas d'attentat, c'est sûr. On voit bien dans le clergé catholique, s'il y a des bons prêtres de petites paroisses de campagne, eh ben, il y a les cardinaux qui passent en procès pour hein, des choses sur lesquelles on ne va pas s'éterniser, mais il peut y avoir la même chose dans le bouddhisme ou dans d'autres religions, d'autres continents. Hein. Donc voilà un peu, pour répondre à la question du début, c'est dans René Guénon et ses disciples et tous ceux qu'on appelle les traditionalistes, qui se réfèrent à ça, qui m'a branché moi, parce que j'ai trouvé que ça donnait une interprétation de l'histoire qui était cohérente. En tout cas, ça explique bien des choses que l'histoire universitaire n'enseigne pas. Alors justement, il y a des travaux de Charroux, de Powell et Bergier, de toute l'époque de Revue Planète, Nouvelle École. Ouais. Ce sont des choses qui vous ont intéressé, j'imagine, en premier. Alors, quand on s'occupe de l'ésotérisme, oui. Denis Seurat, oui. Toute cette période des Charpentier, des géants. Bien, mais comment dire, tous ces auteurs, je les ai lus de ma jeunesse. Voilà. Ah, ouais, ça remonte à loin. Parce que bien sûr, quand on s'intéresse à l'ésotérisme, on ne peut pas lire que René Guénon. Oui. Déjà, c'est difficile à lire. Et puis c'est de dire, par René Guénon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'on n'est pas convaincu au début que forcément il a la solution à tout. Et puis il y a d'autres sujets qu'il n'a pas traités. Hein. Lui, l'archéologie mystérieuse. Voilà. Alors les extraterrestres, lui, il n'était pas tellement partisan de ça, il les a beaucoup dénoncés. Hein. Il disait que c'était des thèses justement contemporains, pas tellement
Ben, Jung, un mythe moderne. Oui. On est là-dedans. Alors forcément, tous les charous, Jean Sandy, Colosimo, etc., sont connus en ésotérisme par tout le monde. Tout le monde a lu Robert Charroux. Et justement, ça remontait à ma génération. Dans les années 70-80, vous aviez beaucoup de ces livres-là, qu'aujourd'hui, la jeune génération ne connaît plus tellement. Hein, alors la revue Planète, ben, c'est pareil. Hein. Et le matin des magiciens, c'est quoi? C'est les années 70, il me semble. Hein. Je ne sais plus tellement la date, hein, les éditions, mais je dirais que toute personne se préoccupant d'ésotérisme a obligatoirement eu dans les mains des livres de ces auteurs. Alors René Guénon, c'est moins probant, parce qu'on a plus facilement lu le matin des magiciens que comment dire, le Vedanta ou Introduction aux doctrines hindoues de René Guénon. Gurdjieff aussi. Oui. Alors voilà un peu la base des choses. Je voulais aborder le thème justement de l'hyperborée, donc par rapport à Apollon, lieu de la lumière, et puis en parallèle avec un peu justement la contre-initiation par rapport aux sociétés comme la Tulé, ou ce genre de choses qui ont dérivé par la suite. Ah oui, oui, oui. Alors là, c'est encore une question un peu compliquée. C'est René Guénon, dans ses thèses correspondantes à l'âge d'or, donne la première tradition comme étant hyperborée. C'est-à-dire première civilisation d'origine. Hein, quand l'histoire humaine a commencé, il y aurait eu donc la civilisation de l'hyperborée. On était en âge d'or, hein, puisque là tout allait bien, tout était pur, c'était les grands maîtres spirituels qui étaient au pouvoir. Le pouvoir politique était bon et obéissait à ces maîtres spirituels. Il y avait l'ordre hiérarchique conforme aux idées traditionnelles. Donc ça, c'était, disons, un bon démarrage. Alors, bien sûr, on se pose toujours la question, est-ce que c'était mythique ou pas? C'est-à-dire, est-ce que cette hyperborée a vraiment eu un sens géographique et historique réel, ou c'est pour les besoins de la cause qu'on invente au départ cette civilisation totalement pure? Alors, bien sûr, c'est toujours pareil. Hein. On va dire que oui, dans un cas, et d'autres, on va dire... ce à quoi les traditionnalistes répondront, que ce soit mythique ou pas, ça n'a aucune importance. Parce que c'est de montrer qu'il y avait une base avec des principes et que tous ces principes étaient à la lettre respectés et que tout tournait bien et qu'après ça s'est dégradé. Ah, si on fixe un lieu géographique, on a, disons, la tradition qui dit que ça se situait au pôle, au-delà du cercle polaire arctique. Et donc il y avait cette civilisation. Boré revenait en fait. Ouais. Alors, 19 ans ou souvent des cycles. Oui, alors on se demande toujours, bien sûr, comment une civilisation d'origine de ce genre aurait pu exister au-delà du cercle polaire arctique, c'est-à-dire au sommet de la Terre, en gros. Alors il y a plusieurs raisons, plusieurs explications, pas toujours obligatoirement valables. C'est de dire qu'à une certaine époque, c'était pas glacé comme aujourd'hui. Il fallait pas voir le pôle comme une banquise. Voilà, et d'ailleurs les géologues ont prouvé en faisant des forages et en trouvant donc dans en sous-sol, bien sûr, en dessous de l'océan polaire, en dessous de la banquise et sous l'eau, qu'il y avait dans des couches de terrain des fossiles ou des végétaux qui correspondaient à des eaux à 25 à 26 degrés au niveau de l'Arctique d'aujourd'hui. Alors où un pays qui est au niveau de l'équateur s'est retrouvé au pôle par un basculement, hein, ou à une certaine époque il faisait ces températures-là même au pôle. On ne dit pas celle qu'il pourrait faire à l'équateur. Hein. Voilà, donc ça expliquerait qu'il y ait une civilisation à cet endroit-là. Et donc alors c'est branché sur... Alors pourquoi on le situerait là plutôt qu'ailleurs? Pourquoi il n'y aurait pas une hyper-civilisation au niveau du tropique sud? C'est parce qu'il y a une symbolique des pôles. C'est-à-dire que l'axe des pôles est très très important pour la Terre. Hein, parce que bien sûr c'est l'axe vertical. Alors incliné maintenant, il aurait été censé être vertical à une certaine époque. La Terre se serait couchée un petit peu pour X événements qu'on ne peut pas trop raconter en détail maintenant, parce que sinon ça durerait trop longtemps. Et bien sûr cet axe des pôles pointe vers des étoiles. Et ces étoiles détermineraient, c'est des étoiles, des constellations qui sont au-dessus des pôles, hein, qu'on appelle circumpolaires, détermineraient comment dire, une marche des temps cycliques qu'on appelle la précession des équinoxes.
Alors ça, précession des équinoxes, c'est une très très grande donnée de la tradition prémondiale. On explique un peu tout par cette précession des équinoxes. Et curieusement, si vous avez remarqué, eh bien, on n'en parle nulle part ailleurs. C'est-à-dire dans d'autres ésotérismes et dans, bien sûr, l'histoire, la politique réelle, une précession des équinoxes, c'est pas censé exister. Et quand on sait que ça existe, parce que c'est un phénomène astronomique réel, que n'importe quel astronome à la NASA peut vous dire il y a une précession des équinoxes, c'est normal, on la voit dans le déplacement de l'axe des pôles par rapport aux étoiles polaires, en quoi ça aura une influence sur l'histoire, sur le développement des civilisations et sur les humains. Or, justement, René Guénon, dans ses livres et tous ses disciples, prouve en prenant des faits historiques qu'on a une correspondance. C'est ça qui est très intéressant. Par exemple, pourquoi du temps de l'ère du cancer, il y aurait des cultes de la déesse mère et de la fécondité? Pourquoi à l'ère du taureau, il y aurait des cultes du taureau? Pourquoi à l'ère du bélier, les civilisations étaient guerrières? Parce que le maître du bélier, c'est Mars. Alors si on voit l'histoire, on voit bien que alors l'ère du bélier, c'est en gros 2100 avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus-Christ. On voit bien que c'était des sociétés guerrières. Hein, c'est-à-dire qu'on a la guerre de Troie pour les Grecs, on a les Grecs qui faisaient les guerres partout, dans tout le bassin méditerranéen. Bon, après on a la naissance de Rome, faisait la guerre partout. En Orient c'est pareil, hein, c'était des catégories guerrières partout. Après on passe à l'ère des poissons, donc c'est bien sûr de Jésus-Christ jusqu'à nos jours, et on voit bien par exemple une religion comme le christianisme est poisson. C'est-à-dire tout est une symbolique d'eau dans le christianisme. Hein, Jésus marche sur les eaux, voilà, comment dire, il y a le baptême. Bon, voilà, le signe en face des poissons qui fonctionne avec, parce que ça marche par axe en astrologie, c'est le signe de la Vierge. On dit tiens, il y a une importance considérable de la Vierge dans le christianisme. Alors, je dis forcément, il y a un axe Vierge-Poisson. Alors, si on multiplie les exemples, on peut en trouver plusieurs centaines, hein, dans la politique, dans la religion, dans le social, dans la culture, dans l'art, etc., de dire que ça correspond bien à une ère zodiacale particulière. Et donc là, on a des preuves, entre guillemets, parce que l'historien officiel de l'université niera toujours ça. Il dira que c'est du hasard. Alors justement, on tombe toujours dans le même système. Si c'est pas explicable par les équinoxes, je vous expliquer ça comment? Ah ben c'est le plus grand des hasards. Il y a eu des civilisations matriarcales à une époque, et puis guerrières à une autre époque, et puis chrétiennes à une autre époque. Ça s'enchaîne, c'est le déroulement de l'histoire. C'est fortuit. Ça ne peut pas être un plan déterminé de nature astrale. Or là, on est dans une explication qu'une certaine disposition astrale enclenche au niveau du sol telle civilisation, tel comportement des sociétés, des rois, des hommes, le système culturel, etc. etc. Hein? Alors, forcément, c'est une toute autre vision de l'histoire que l'histoire officielle. Et on ne peut pas mélanger les deux. On peut dire, écoutez, soyez sympathiques, faites une synthèse entre la tradition et puis l'histoire ou le concept philosophique d'aujourd'hui. C'est impossible. C'est deux choses totalement incompatibles. Soit on croit à ce schéma, dit traditionnaliste, soit on n'y croit pas du tout. Hein. Alors ça prouve aussi au passage une donnée de tradition, c'est que la tradition va dire, eh bien il y a une relation de synthèse entre tout. Il y a un plan céleste, il y a un plan terrestre, il y a un plan inférieur, mais tout est en harmonie. Quand ça va bien, c'est en harmonie. Et on ne peut pas dire, le ciel n'existe pas pour les gens qui sont sur la terre. On voit bien qu'on a des cultes lunaires, des cultes solaires, qu'on tient compte au moins de deux astres. Après en astrologie, on dit ouais, Jupiter et Saturne, ils ont une importance. Alors pourquoi pas la constellation d'à côté? Pourquoi pas l'étoile machin quand elle est l'étoile polaire? Actuellement, une étoile de la petite ours, on sait, mais à un moment l'étoile Vega, à un moment une étoile de la constellation du Cygne, à un moment une étoile de la constellation du Dragon, parce que ce fameux axe des pôles de la Terre n'est pas toujours orienté dans la même position, fait une oscillation comme ça. Hein, c'est-à-dire il y a un mouvement oscillant qui fait qu'il est pointé à différentes périodes vers une étoile polaire différente, ce qui enclenche cette précession. Et c'est un phénomène astronomique pur. Voilà, alors ce que dit la science officielle, c'est qu'il y ait obligatoirement des niveaux de répercussion avec un tout qui fonctionne théoriquement en harmonie. Alors à des moments ça se dérègle,
parce qu'à chaque fois qu'on change d'ère zodiacale, il y a des troubles très graves, puisque forcément, quand on passe de l'ère du taureau à l'ère du bélier, comme ça ne va pas être du tout le même type de civilisation, ceux qui sont encore dans l'ère du taureau s'accrochent à ce qu'ils font, surtout s'ils sont au pouvoir. Puis il y a une nouvelle ère qui pointe avec de tout nouveaux concepts, de tout nouveaux rois, peut-être de nouveaux peuples qui vont prendre les commandes par rapport à d'autres que justement ils exterminent à ce moment-là. Et donc on a dans la tradition l'idée qu'à chaque fois qu'on change d'ère, il y a toujours des troubles, toujours des catastrophes, parce que c'est le changement. Hein, alors, dans la fameuse histoire de l'épopée indienne du Mahabharata, on raconte bien que cette guerre entre les deux clans familiaux là, qui s'affrontent dans une gigantesque bataille, c'est le passage de l'ère du bélier à l'ère des poissons. Et comme dans cette bataille, les deux camps s'exterminent quasiment jusqu'au dernier, tous les grands chefs se font un duel et s'exterminent, les deux armées s'affrontent, il y a quasiment autant de morts que de champs de bataille des deux côtés, et bien c'est la caste de l'ère des guerriers du bélier, dirigée par Mars, qui s'effondre pour passer à une ère plus cool des poissons. On a le bouddhisme en Orient, on a le christianisme en Occident, etc. Donc on voit bien qu'on a cette conception, très abrégé là dans ce que je vous explique, ça prendrait plusieurs heures d'expliquer en détail. On a une explication de l'histoire, mais on a une explication du monde. Alors on est toujours très surpris que les historiens officiels ou sociologues officiels, anthropologues officiels n'admettent pas cette conception-là, sans même chercher à vérifier ce qu'elle pourrait avoir d'exact. Hein? Par rapport à des pôles sud, des pôles nord, par rapport à l'Agartha, votre avis sur les différents travaux qui ont été faits de par le passé, hein, et puis aussi peut-être des gens comme l'amiral Byrd qui auraient vu certaines choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il aurait vu? L'amiral Byrd, c'est pas l'histoire de la Terre creuse? Voilà, c'est lié à la Terre creuse, c'est lié à l'hyperborée, c'est aussi, on peut le relier aussi aux travaux de Jean Mabille, ça il a retrouvé l'hyperboréen. Jacques de Mailleux aussi, la vallée du Soleil, enfin, il y a plein de choses. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pensez de... Alors là, c'est plus compliqué, hein, parce que c'est deux choses différentes en fait. C'est deux choses très différentes. L'Agartha est mentionné dans tous les écrits traditionnels, René Guénon en parle beaucoup, dans un livre qui s'appelle Le Roi du Monde. Il y a quelqu'un d'autre qui en parle aussi. Oh là, ça m'échappe momentanément. Hein. L'idée, c'est qu'il y a un centre spirituel mondial qui dirige la planète. C'est-à-dire les grands maîtres, ceux qui étaient en Hyperborée avant, quand c'était au pôle, après le centre se serait transféré en Asie centrale. Il y a Blavatsky. Alors Madame Blavatsky, dans les doctrines secrètes, en parle également. Ah ben oui, c'est Ossendowski. Ossendowski parle du roi du monde et de l'Agartha. D'ailleurs, René Guénon trouvait que c'était, comment dire, assez valable cet auteur-là et ce livre-là. Hein. Alors, il y aura un centre spirituel du monde, et bien sûr, comme toujours, alors c'est là que sont les plus grands maîtres initiés de la planète qui dirigent l'humanité, la planète, qui eux savent qu'on va changer d'air, qui préparent déjà les nouveaux concepts, qui, comment dire, inspirent tel ou tel chef qui va devenir l'empereur, le roi, pour lancer cette nouvelle chose du monde. Alors forcément, il y a des petits malins qui vont dire, ben si ça existe, où c'est? Alors c'est en Asie centrale, c'est vague, c'est perdu au sommet de l'Himalaya, ça doit être au Tibet, etc., etc. Et ils ont cherché, sauf qu'ils n'ont jamais trouvé. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là de maître spirituel, c'est pas physique. C'est-à-dire si les maîtres, par exemple les plus grands maîtres du monde, imaginez qu'ils soient 12, eh bien ces 12 maîtres du monde n'ont pas besoin d'être assis sur un lieu pour diriger le monde. Où ils sont, c'est l'Agartha. Ah ben oui, alors en gros l'Agartha serait une notion spirituelle et pas forcément une notion géophysique. Maintenant, s'ils se réunissent en se matérialisant, etc., en siégeant dans un palais ou un monastère, on peut très bien avoir un lieu bâti qui servirait de réunion. Ça peut se développer Burlington. Ah oui, Burlington, oui, en effet. Et alors, bien sûr, alors il y a l'idée qu'un centre comme ça, vu qu'au fur et à mesure des âges, les civilisations se multiplient,
Parce qu'au début, on avait eu une civilisation, puis après, elle s'est sémée, ces fameux Hyperboréens. Quand l'Hyperboréen a disparu, ben, une branche va aller en Grèce, une branche en Asie centrale, une branche sur le continent américain aurait donné naissance aux civilisations indiennes anciennes de l'Indus, aurait donné naissance aux civilisations amérindiennes, aurait donné naissance aux Atlantes, du temps où les Atlantides existaient, et donc il y aurait une transmission de pouvoir de cet Hyperborée à d'autres centres, et de l'Agartha des centres secondaires. Donc il y aurait en gros plusieurs centres, une multiplicité de centres, je ne voudrais dire inférieurs, parce qu'il n'y a rien d'inférieur à un arbre, mais il n'y en aurait pas qu'un à un endroit particulier. Alors, il y a une autre thèse qui veut que, bien sûr, si c'est dans des immenses cavernes, qu'il y a cette Agartha, qu'il y a des archives secrètes du monde à tel ou tel endroit, qu'on a sauvé des objets de tout un tas de civilisations disparues, etc., et que c'est bien quelque part, hein, la caverne, les cavernes secrètes des anciens, comme on dit, eh bien, c'est peut-être que toute l'écorce terrestre est creusée de galeries, tunnels, de tout un tas de choses, et qu'on pourrait trouver des entrées. Donc on cherche l'entrée de... Comment du monde souterrain. C'est l'idée de la Terre creuse. C'est l'idée de la Terre creuse parce qu'on dit qu'au niveau des pôles, au niveau du pôle, à l'endroit où est le pôle, il y a des perturbations magnétiques telles qu'on ne peut pas survoler le pôle lui-même. C'est-à-dire on tourne un petit peu autour en boucle avec un creux, et que si on pouvait passer sur cet endroit, on s'infiltre à l'intérieur de la Terre. D'autres disent qu'il y a des passages à tel ou tel endroit, alors on revient toujours le Tibet, les Andes, des lieux comme ça, des montagnes en Chine, etc. On pourrait rentrer dans le monde souterrain, et c'est pas si impossible que ça, puisque la Terre serait creusée. Alors là, les scientifiques montent au créneau en disant oui, mais le magma en fusion qui existe sous la Terre, c'est ce qui sort quand il y a des volcans. Comment voulez-vous qu'il y ait des civilisations souterraines? Bon. Alors attention, elles ne sont peut-être pas à l'endroit où il y a le magma. Ah, elles sont dans les cavités de l'écorce. Hein. Alors le fameux amiral Burr dont tu parles, il a survolé les pôles, et puis il s'est retrouvé dans un monde intérieur où il y a des jardins, des villes, etc. À l'intérieur de la Terre. C'est la fameuse théorie de la Terre creuse qui fait fureur en ce moment. Moi, dans ma jeunesse, j'en ai déjà entendu parler. Oui. Donc, mais enfin, c'était pas aussi diffusé et aussi à la mode qu'aujourd'hui. On en évoquait, puis oh, regarde, c'était tellement contesté. Hein, que, alors bon, moi je ne tranche pas cette question. Je ne vous dis pas, il y a vraiment une terre creuse, il n'y a pas. Il y a que beaucoup d'écrits et d'auteurs en parlent, avec plus ou moins de preuves à l'appui. C'est pas impossible que ça existe. Et oui, donc beaucoup de sociétés ont repris cette idée d'hyperborée, notamment Tétulé et aussi les polaires, donc qui a peut-être abouti à une contre-initiation. Oui, alors là, c'est autre chose, c'est la fameuse société Thulé, mais un peu le vril, un peu avant le nazisme. Alors bon, ces personnes auraient retrouvé l'enseignement d'Hyperborée et auraient dit que le seul moyen de sauver le monde, c'était de revenir au principe enseigné par Hyperborée, qui avait une maîtrise des énergies, donc l'énergie s'appelle le vril, etc. C'est tout à fait possible de mettre ça en action. Il suffit de certaines choses, on ne sait pas où ils sont allés chercher les méthodes, hein, mais c'était utilisé. Il fallait retrouver la pureté de la civilisation d'origine. Forcément, Hyperborée, on a vu tout à l'heure, hein, c'est la civilisation d'origine totalement pure, avant que les principes soient pollués. Alors bien sûr, c'est facile à admettre en théorie. Après, comment à notre époque, là on était au début du XXe siècle, on peut réactualiser la chose et s'en servir dans un système politique au niveau d'une vie sociale. Alors certains vont dire, oui, parce que si les forces existent, on peut les capter et les récupérer. Et puis d'autres disent, oui, mais enfin c'est de la manipulation, vous n'avez pas du tout le niveau pour utiliser ces forces-là. Si elles existent, vous les utilisez, vous vous plantez, vous faites en fait du négatif avec. Et la fameuse société
tuer des échappes allemandes, dont beaucoup de dirigeants proches du nazisme en étaient. Hein, dans le fameux... Sauf Félix Schneider qui était le premier en 1912, qui a écrit sur la poésie l'Antiquité nordique. Ouais. Après la guerre, ça a changé. Mais au début, c'était juste sur les Eddas, par l'Edda, la poésie nordique. Alors bon, l'idée, comme on est en Allemagne, c'est que les civilisations du Nord, c'est-à-dire Scandinavie, civilisation de l'Arctique, eh bien, étant la civilisation d'origine, eux étaient purs. Et on dit que le peuple du Carporé était blanc, bien sûr, blond, blanc, etc. Et que donc ça correspondait aux races italiennes, nordiques. Et que c'était ça la vraie race d'origine, il fallait revenir, les autres races étant plus ou moins... ce qu'avait plus ou moins dit Blavatsky, hein, parce que ça, oui. À la base, c'est cette race racine. Alors il y a toute cette histoire-là dans la doctrine secrète des vénérables Blavatsky, avec toutes les races, sous-races, etc. C'est très compliqué. On ne peut pas parler trop de tout ça aujourd'hui, ça emmènerait trop loin, ça serait trop long. Je voulais aborder un tout petit peu sur l'alchimie, sur les travaux de Mircea Eliade, et aussi de tout ce qui a eu lieu par la suite, hein, comme Red Bayer, ces genres de personnes en fait qui ont perduré cette tradition-là de l'alchimie. Et votre avis par rapport à l'alchimie personnelle? Il y a l'ergone, le père Ergone. Oui, ça c'est très compliqué. Parce que l'alchimie est une question simple et compliquée. C'est très simple quand on pratique. C'est un peu plus compliqué quand on sait en théorie ce que ça signifie et qu'on ne pratique pas. Ah, si vous écoutez de vrais alchimistes hein, qui ont un laboratoire, qui travaillent, même aujourd'hui. Ils vous expliquent qu'ils font fondre tel minerai, que ça se transforme en un produit particulier, que ça émet de la vapeur, qu'après ils cristallisent, ils dissolvent, ils recristallisent, ils font l'expérience plusieurs fois de suite. Il y a des choses qui émettent des gaz, les gaz sont récupérés. Alors, en gros, ils opèrent des transformations sur la matière. On peut le faire avec des végétaux. On prend une tige de quelque chose, on carbonise, on dissout et on obtient tel ou tel produit. C'est en faisant tout ça que les alchimistes ont trouvé des filtres, des potions, des remèdes, des acides, des solvants, tout au cours de l'histoire. Donc ce qu'on dit qu'on soignait dans les périodes anciennes, en fait quelquefois de façon tout à fait empirique, en travaillant au laboratoire, trouver des choses absolument incroyables. Ils disaient, tiens, on a travaillé sur telle matière, on a trouvé que ça avait une drôle d'odeur, c'est un truc à base de soufre, à base de ceci, à base de cela. Alors l'alchimie, forcément, c'est très très important, l'ésotérisme, c'est l'une des sciences dites traditionnelles, hermétiques, parce que le fameux dieu Thoth égyptien, qui est l'Hermès grec, aurait enseigné, justement, sans des enseignants, enseignant donc de toutes les sciences traditionnelles. Il y a l'astrologie, l'astronomie, le tarot, justement l'alchimie, la magie, voilà, toutes ces sciences-là, qu'on étudie quand on fait de l'ésotérisme pratique. Hein, on apprend tout en théorie, la doctrine des cycles, l'histoire, voilà les symboles. Bon, là c'est très théorique, c'est cérébral, si on peut dire entre guillemets, hein, bien qu'on est censé intégrer, puis évoluer, puis appliquer, etc. Mais il y a une partie opérationnelle, quoi. Alors l'astrologie, excusez, l'alchimie dans son origine remonte à la nuit des temps. On pense que dans la civilisation chinoise de 2000-3000 avant Jésus-Christ, il y avait de l'alchimie. En Égypte ancienne, justement, 2000-3000 avant Jésus-Christ, il y avait de l'alchimie. Les Grecs, c'était des grands spécialistes de l'alchimie. Au Moyen-Âge, il y avait tous ces alchimistes partout, très très célèbres. Hein. L'alchimie arabe aussi, qui a inspiré les Templiers. Après, voilà. L'islam, on va dire, ismaélien, Ibn Arabi, Sohrawardi. Donc après, il y a eu l'alchimie arabe quand il y a eu l'islam et les civilisations arabes. Alors c'est un peu plus récent dans le temps par rapport aux Grecs et à l'Égypte. Hein. L'école d'Alexandrie, il y avait beaucoup d'alchimistes à l'école d'Alexandrie. Alors l'idée, c'est de travailler sur la nature. Donc on opère sur la nature, des végétaux, des minéraux, beaucoup sur les minéraux dans l'alchimie.
avec l'idée que tout se transforme. Hein, c'est-à-dire que même une montagne finira par être érodée et une roche de tel type se transforme dans tel autre type. Comment les pierres précieuses se forment. Pourquoi un endroit on a une veine d'émeraude, pourquoi un endroit on a, je sais pas moi, une veine d'améthyste, etc. Et pourquoi à 10 km de là, on n'a pas la même chose. Alors il y a des, comment dire, des principes de température, de chaleur, de pression, etc., etc., qui font que on a ces roches-là plutôt que l'autre. Bon, et donc la nature est capable de produire beaucoup de choses, énormément de choses, et très différentes. Alors si on prend le diamant, pourquoi il y a des mines de diamant? La nature est capable de faire d'elle-même du diamant. On se dit pourquoi elle n'en fait pas 10 fois plus. Elle pourrait, si les processus qui amènent dans le sol à créer du diamant étaient les mêmes partout, donc en alchimie on parle de ces principes-là. Si on trouve le principe qu'utilise la nature pour faire du diamant, si on faisait la même chose, y compris en laboratoire, pourquoi on ne fera pas du diamant? Si c'est une structure d'atomes, hein, si c'est une condition de chaleur, si c'est une condition de ceci, de cela, eh bien, en gros, ce qui est fait par la nature, on devrait le faire en laboratoire. À partir de ce moment-là, on dit la nature transforme énormément de choses. On voit la transformation, bien sûr à l'échelle réduite. Excusez-moi. À l'échelle réduite en laboratoire. Alors l'idée, c'est que tout se transforme. Un produit X se transforme en Y, il suffit d'un peu plus d'humidité, un peu plus de chaleur, un peu plus d'air, un peu plus de ceci. Les éléments, on a le feu, on chauffe là, on a l'air, on a la terre, on a ceci. Le dosage fait que si on a plus ou moins de terre, plus ou moins de feu, plus ou moins d'eau, on aboutit à telle chose. Et on voit bien avec le thème de l'eau. Si on prend l'eau, vous avez l'état liquide, c'est l'eau, tout le monde connaît, on prend de l'eau dans ses mains. Vous la chauffez, vous avez de la vapeur. La vapeur s'élève, se répand dans l'atmosphère. Bon, et puis quand il fait très froid, l'eau se transforme en glace. Donc on a le même produit qui peut être liquide, solide, gazeux. N'importe quel élève à l'école fait ça. On dit voilà, tu vas chauffer de l'eau, tu vas voir qu'à la fin il n'y a plus rien dans ton bol, parce qu'elle est chauffée et tout est transformé en vapeur. L'élève fait de l'alchimie, ça va. Parce que les alchimistes ont fait ça au début, ils ont voulu comprendre tous les processus de la nature. Alors à d'autres échelles, tout se transforme en tout, donc ils ont trouvé si tout se transforme en tout, pourquoi les hommes et les sociétés se transforment un peu aussi à l'imitation de la nature. Donc on dit toujours le sage imite la nature fait telle chose, c'est notre mère. À tous et toutes, eh bien pourquoi on ne ferait pas la même chose pour l'homme qui devient à son tour sujet alchimique? C'est-à-dire nous on a des processus internes qu'on peut modifier, donc on a du sang, on a de la chaleur, on a une température, on a des circuits électriques, on a une énergie, ça peut être transformable aussi. Donc on a l'idée en alchimie que le travail sur la matière ferait une transformation de la travail sur la personne. Sur soi, oui. Soit le travail sur soi, ou le processus d'intégration de la alors pierre. Alors là, voit, en fait, différent. Alors là, c'est beaucoup débattu. C'est-à-dire pour certains, les vrais alchimistes, entre guillemets, c'est ceux qui sont dits opératifs. Ouais. Ils travaillent vraiment en laboratoire sur quelque chose, et obtiennent des résultats dont ils déduisent telle chose, etc. Puis d'autres disent, peu importe de pratiquer ou pas, parce que ce qui est important, c'est la transformation de soi, mais ça pourrait être fait sans pratique. Donc on travaille. Alors là, c'est des méthodes d'initiation. C'est peut-être une alchimie interne pour son évolution, mais il n'y a pas besoin de laboratoire. Alors là, quand on discute avec des alchimistes qui se prétendent les vrais alchimistes, il faut vraiment une pratique. Alors, une conception très très importante, c'est que les alchimistes pensent que tout est un. Donc tous les phénomènes de la nature, tous les phénomènes dans le corps humain, tous les phénomènes de société, tout à la base c'est un. C'est divisé en tout plein de choses, mais tout peut être ressoudé, resynthétisé, etc. Donc c'est toujours la fameuse complémentarité des contraires. Donc on sait que tout est divisé en pôles.
le pôle nord, le pôle sud, le masculin, le féminin, le bien, le mal, le froid, le chaud, voilà, le feu et l'eau, et de dire, bien voilà, bien tout ce qui semble opposé, et que, à plaisir, nos chefs, nos gouvernements opposent à loisir pour quasiment faire tout le temps de la division, de l'opposition, de la guerre, etc. Hein, c'est de dire que quelque part, ça devrait synthétiser. Donc l'homme et la femme peuvent se faire la guerre, bien entendu, peuvent très bien s'accorder, synthétiser, trouver un équilibre. Si on prend l'eau et le feu, ben on sait que beaucoup de feu vaporise l'eau, mais beaucoup d'eau éteint le feu, sinon on n'éteindrait pas les incendies. Donc on dit, vous avez bien deux pôles, un feu et une eau qui gagne, mais ça dépend du dosage. Donc si on avait un dosage équilibré, peut-être ça se neutraliser, ça synthétiserait. Donc on est dans la complémentarité des confrères, et comme on parlait justement aujourd'hui de beaucoup du sexe féminin et du sexe masculin, l'union masculin-féminin, c'est une alchimie. Donc bien sûr, vu sous cet angle-là, c'est passionnant. Alors, il y a une chose intéressante, c'est le lien avec les cathédrales, en fait. Le mystère des cathédrales, par rapport à Cancellier, Fulcanelli. Et même on pourrait faire un lien avec Rennes Château, par exemple, où à Rennes Château, il y a un lien alchimique, par exemple, le diable, l'air, les anges et l'eau. Alors, votre avis sur justement le lien avec les cathédrales et la tradition qu'il y a derrière? Alors forcément, alors même déjà dans les églises romanes, il y avait beaucoup de sculptures très particulières avec des symboliques animales, végétales et tout ce qui s'ensuit. On mettait certains principes symboliques dans les sculptures pour soi-disant l'édification des fidèles. On ne sait pas si c'était très expliqué pour les fidèles qui les voyaient. Parce qu'il faut déjà que le prêtre ou l'abbé qui est dans cette église romane lui-même comprenne ce qui est fait. Alors pour les grandes cathédrales gothiques, en effet, c'est déjà construit par des compagnons de métier qui reçoivent une sorte d'initiation, etc. Parce que quand on est compagnon bâtisseur, compagnon charpentier, compagnon ceci, c'est pas rien d'un point de vue formation. On ne fait pas que du travail sur la matière. On a un enseignement spirituel qui va avec, puis il y a des codes de reconnaissance, des mots de passe. On a ça dans la franc-maçonnerie. Il raconte au début, ça part des bâtisseurs, donc sur le chantier, le maître, l'apprenti, le compagnon, etc. Ça s'approche des Rose-Croix aussi. Oui, Cassia Rosenkreuz, c'est une danse chimique. voilà. Ouais, il est considéré au départ, avant d'être un maître spirituel, comme un grand alchimiste. Hein, donc dans cette histoire de cathédrale, les maîtres d'œuvre, c'est ça, qui ont construit les cathédrales, bien, à la demande du clergé, on fait des sculptures censées illustrer des thèmes bibliques, mais les sculpteurs, visiblement quelque peu au courant de l'alchimie, ont fait passer ce qu'on appelle le grand œuvre, l'organisation du grand œuvre en étapes successives dans les sculptures des cathédrales. Ce qui fait que quand vous êtes à Paris et que vous êtes au niveau du porche central, les sculptures qui sont censées être pour l'Église catholique des images des vices et des vertus sont les étapes du grand œuvre alchimique. Et quand on les suit, alors ce fameux Fulcanelli expliquait tout ça dans le mystère des cathédrales en long, en large et en travers. Quand vous voyez un corbeau, c'est l'œuvre noire. Quand vous voyez une colombe, c'est l'œuvre blanc. Quand vous voyez le pélican, c'est la réalisation finale. Le phénix, c'est la résurrection. Et donc la symbolique animale, voilà, la dame qui donne un coup de pied à son serviteur, c'est le combat du soufre et du mercure. Vous dites alors, interprété comme ça, tiens donc, il y aurait des alchimistes qui auraient fait des sculptures. Il y a donc une interprétation de ce genre dans les cathédrales, on n'y penserait pas 5 secondes du tout, mais c'est pareil à Amiens, c'est pareil dans telle autre cathédrale gothique, et toujours les sculptures en général des porches de façade ont une symbolique alchimique. Il y a des châteaux, c'est comme Plessis-Bourré, par exemple, il y a Plessis-Bourré. Voilà, alors Plessis-Bourré, c'est des caissons avec des dessins sur le plafond. C'est pareil à l'hôtel L'Allemand à Bourges. Voilà, c'est pareil à un petit manoir alchimique châtenay dans Lyon. Voilà, où il y a des dessins, il y a certaines sculptures. Visiblement, quand on s'y connaît, quand vous voyez un caducée, ben vous dites tiens, c'est Mercure, qu'est-ce que ça fait ici sur une chapelle, quelque part on se dit qu'il y a un message alchimique qui a été donné. Hein, il y en a plein d'autres. La chapelle de Saint-Thomas d'Aquin. Oui, il y en a un grand nombre. Donc en fait, ce qui est clair, c'est que le message alchimique
peut être transmis par des manuscrits, alors c'est des gravures, hein. C'est le Mutus Liber, c'est le traité machin sur les métaux, etc. Mais ça peut être transmis sous une forme de sculpture ou de peinture ou autre support. Alors forcément, les cathédrales, on se pose toujours la question, alors est-ce que le clergé savait ça? Alors, où il y avait des initiés dans le clergé qui se gardaient bien de le dire, puis comme on dit, on ferme les yeux, ça se revoit dans les sculptures, où l'initié sculpteur a fait passer un message sous couvert d'un truc totalement anodin, vu par le fidèle ou le cardinal local. Donc ça, c'est fort possible. Hein. Donc voilà, pour répondre à ça. Donc forcément, Fulcanelli, dont on ignore une identité véritable, est un des grands alchimistes modernes qui était censé lui avoir réalisé ce qu'on appelle la pierre philosophale. Et son disciple, Eugène Grosselier, qu'on connaît, plus des disciples après d'Eugène Grosselier. Alors eux ont vraiment travaillé en laboratoire et ont élaboré, alors ce qu'on appelle la réalisation du grand œuvre, c'est réaliser la pierre philosophale. Ça s'appelle comme ça. Parce qu'on fait travailler un petit peu des forces de l'esprit, on est dans le philosophal, mais c'est vraiment une pierre qu'on fait. C'est-à-dire que le résultat, c'est vraiment quelque chose qui est une pierre. Et qui a toutes les vertus. Vous mettez cette pierre sur quelque chose, ça transforme telle chose. Sans un corps, ça guérit telle maladie. C'est ultra opérationnel. D'après les alchimistes, moi je ne pratique pas, je ne peux pas vous certifier ce genre de choses. Je vous dis ce que les alchimistes pratiquants me disent. C'est marrant, moi. Vous êtes intéressé au travail de Jacques Briord dans l'alchimiste? Je ne connais pas, j'avoue franchement, c'est pas que Jacques Briord, c'était... Oméga, enfin c'était quelqu'un qui... Je vous dis franchement, là, je connais pas, je ne vais pas répondre à une question, là. Je ne connais pas. Ouais. Donc on va finir. Excusez, hein, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Oui, il n'y a pas de souci. Si il y avait quelque chose sur lequel vous travaillez en ce moment. Oui. Ouais. Je travaille toujours sur tous ces sujets-là. Tout le temps. Comme vous savez, je fais beaucoup de conférences. On ajoute les conférences aux conférences. Donc on est toujours en train de préparer quelque chose. Il y a un programme qui va jusqu'à fin 2022. Donc il y a ça comme préparation. Bon, parallèlement à ça, je fais des études d'astrologie, etc. Et forcément actuellement de très concerné par les événements mondiaux, politiques, économiques et sociaux qui correspondent à encore une donnée de tradition primordiale qui fait qu'on arrive à la fin des cycles, il y a une crise majeure qui va amener une transformation pour le cycle suivant. Et donc là, forcément, vu l'actualité, on est un petit peu là-dedans, mais ça ne change pas beaucoup de ce que j'étudie depuis, j'allais dire, depuis 50 ans. Parce que j'ai toujours eu un intérêt pour la prophétie de la fin des temps, la marche de l'histoire, la marche du monde et le changement d'air, la fameuse passation des équinoxes, passer des poissons au Verseau, mais alors depuis l'âge de 20 ans. Donc je veux dire qu'il n'y a rien de nouveau pour moi, sinon que l'actualité apporte un peu de l'eau au moulin tous les jours, et qu'alors ce qui est nouveau, c'est s'il y a une nouveauté j'allais dire c'est vous, c'est que le public, vu l'inquiétude par rapport à ce qui se passe, demande de plus en plus de réponses à ça. En disant, bon, vous y connaissez un petit peu là-dedans, je ne suis pas dans le secret des dieux, de dire alors comment ça va tourner, etc. Qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va être sauvé? Alors là, est-ce qu'on va avoir un nouveau Messie, un nouveau sauveur, une catastrophe, un engloutissement du monde, voilà. Alors on en est là, mais je veux dire que ce n'est pas une actualité nouvelle. C'est un peu mis au goût du jour, mais de choses sur lesquelles, en gros, j'ai toujours travaillé depuis les origines. Bien, merci beaucoup Michel Desailles pour tous ces enseignements. C'était un plaisir. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir de vous répondre. Voilà, on montre les livres un petit peu. Bon, alors peut-être pas cela, parce que c'est des... Ça c'est pas à moi, hein, parce que les livres, c'est pas des livres d'ésotérisme, hein, c'est des livres d'amusement, ça c'est le livre que... voilà. Donc dans ce livre, eh bien, je raconte un petit peu les bases de la tradition,
Voilà, les cycles, toute la doctrine des cycles, la prophétie de Daniel est expliquée avec le colosse, là, dont je parlais tout à l'heure. Les cycles à nous, c'est la même chose. Hein. C'est les différents yugas, jusqu'au Kali Yuga, qui est le dernier cycle avant la fin, on peut dire, un changement de cycle de 26 000 ans. Après, il y a une adaptation pour chaque pays, où on en est, chaque pays, où on est la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Europe, etc., par rapport à la situation mondiale, bon, avec les thèmes des pays, etc., etc. Hein. Alors, malheureusement, ce livre a été écrit en 2008-2009, il est sorti en 2009, il racontait un peu ce qui allait se passer jusqu'en 2020, alors maintenant, de dire que le livre est un peu dépassé, puisqu'on est en 2021, et la suite, 2020, 2030, 36, devait être raconté, mais le tome suivant n'est pas encore, j'allais dire imprimé, mais pas encore totalement écrit. Mais bon, il faut espérer que ça se fasse au grand bénéfice de tous et ceux qui écoute. Merci beaucoup pour l'interview, très sympathique à vous.